Terrible accident d'autocar près de Perpignan. 6 personnes, dont 2 femmes et un enfant, ont été tuées, une trentaine d'autres blessés. Un drame dû à la rupture des freins d'un camion semi-remorque que l'autocar a heurté de plein fouet. Liban, après 9 ans de guerre, 50 000 morts et 150 000 blessés. Première grande manifestation pacifique à Beyrouth et dans d'autres grandes villes du monde. Invité l'antenne de midi, 3 représentants des communautés chrétiennes, druzes et chiites. 2 Français sur 3 s'adonnent au jardinage pour un chiffre d'affaires de 17 milliards de nos francs. Voltaire doit être content qui disait « Il faut savoir cultiver notre jardin ». Santé, les 10 jours pour la forme. Aujourd'hui, dernier épisode du feuilleton Antenne de midi. Martine-Alain Regnault est allé dans son pays, au Touquet, pour nous parler en direct des bienfaits de la thalassothérapie. Le Suicidé, la dernière pièce du soviétique Nikolai Erdmann, mise en scène au Théâtre National de l'Odéon par Jean-Pierre Vincent. Contrairement à son titre, cette œuvre est hilarante et très politique. Parmi les interprètes, François Chaumette, que nous retrouverons dans la deuxième partie de cette édition. Permettez-moi d'abord de vous dire bonjour. Il doit forcément exister une loi des séries. En tout cas, l'actualité nous en porte la preuve ce matin avec cette succession d'accidents d'autocars. Les 2 premiers ont eu lieu en Espagne en l'espace de 3 heures, à quelques kilomètres de Madrid. Un autocar transportant des supporters de l'équipe du FC Barcelone quitte la route. Après une fausse manœuvre, 5 personnes sont tuées et une trentaine d'autres blessées. Dans l'île de Majorque, aux Baléares, un autocar dérape et s'écrase dans un torrent 20 mètres plus bas. 9 touristes britanniques sont tués et 37 autres blessés. Cette nuit, à quelques kilomètres de la frontière du Perthus, un autocar de pèlerins espagnols heurte de plein fouet un semi-remorque renversé en travers de la route. Bilan 6 morts et une trentaine de blessés. Patrice Pellet. L'accident s'est produit au Boulou, à 4 km de la frontière. Un quart de touristes espagnols a percuté de plein fouet un camion portugais couché sur l'autoroute. À bord du car, 53 pèlerins espagnols. La plupart d'entre eux dorment. Il est 1 heure du matin. Dans la nuit, le car file dans la descente qui l'emmène vers Perpignan. De l'autre côté, sur la voie montante, direction l'Espagne, le camion portugais de 38 tonnes est en panne sèche. Son chauffeur est parti chercher du carburant. Son frein à main est serré, mais pas pour longtemps. Le camion était garé à main droite, direction l'Espagne, il était en panne de gasoil, et il allait à l'Espagne chercher du gasoil. Il a laissé le camion en stationnement, sans frein. Le camion a reculé, il a traversé l'autoroute, les glissières, et il s'est couché en travers de l'autoroute dans l'autre sens. Et le car qui arrivait d'Espagne, direction France, et il est rentré carrément dedans. Long de 20 mètres, couché en travers de l'autoroute, le camion est invisible dans la nuit. Le car percute la remorque de plein fouet. De la carcasse de l'autocar, les sauveteurs retireront 6 morts, dont un enfant, et 32 blessés. Cet accident aurait pu être évité selon les enquêteurs. En plus du frein à main, il aurait suffi au chauffeur de placer des cales sous les roues arrière du véhicule. Une certaine partie de la gauche syndicale et politique ne ménage pas ses critiques de la politique de rigueur préconisée par Jacques Delors. Je veux dire que le Parti communiste et la CGT manifestent ouvertement leur opposition au gouvernement en s'en prenant à la personne du ministre de l'économie et des finances, M. Marchais, qui hier disait en substance « c'est pas de la rigueur mais de l'austérité » et cela ne correspond pas à nos accords. Puis M. Henri Krasuki, qui hier soir à Nice, évoquant le budget annoncé pour 85, a utilisé l'expression de maso. Le ministre de l'économie et des finances a donné quelques indications sur le prochain budget et elles sont particulièrement préoccupantes. Ce qui existe actuellement va de plus en plus dans le sens d'une austérité. On l'appelle rigueur, mais ça devient vraiment de l'austérité. Mais ce qui s'annonce pour l'année prochaine est suffisamment inquiétant pour que nous disions aux travailleurs ça n'est pas possible, parce que c'est un budget maso, hein, ça coupe sombre dans les effectifs, dans les équipements, donc dans les travaux. Ça va avoir des conséquences pour l'emploi, pour le niveau de vie. Ça ne concerne pas que les travailleurs des services publics, ça intéresse l'ensemble des travailleurs de ce pays. Il est temps de dire alerte et de s'en occuper dès maintenant. Les prévisions de Gaz de France ne sont pas bonnes. En 84, l'établissement public afficherait un déficit possible de 4 milliards de francs, ce n'est pas rien, et cela risque de gêner singulièrement l'objectif de restauration des grands équilibres du pays, comme nous le dit maintenant Laurent Carenzo.
Après 2 déficits consécutifs de 2,5 milliards de francs en 82 et 83, Gaz de France pourrait se retrouver avec un nouveau trou de 4 milliards cette année. 2 causes essentielles à cette sombre perspective. D'abord le dollar. Les prévisions budgétaires de Gaz de France tablaient sur un dollar à 7,50 francs alors qu'il tourne régulièrement depuis quelques mois autour de 8,30 francs. Coût de la facture dollar, 2,5 milliards de francs sur l'année. Ensuite, le gaz algérien. Lors de l'accord avec l'Algérie, il était prévu que le surcoût de 20% provenant de ce contrat de coopération serait intégralement couvert par l'État. Hélas, rigueur oblige, le gouvernement ne veut plus éponger cette ardoise. Coût de la facture gaz algérien, 1,5 milliard de francs. Dans ces conditions, la seule solution pour Gaz de France, c'est l'augmentation des tarifs. Mais là aussi, la rigueur guette. Et Jacques Delors, après avoir accordé une hausse de 5,5% en février, freine des 4 fers pour une nouvelle augmentation. Or, pour équilibrer ses comptes, Gaz de France devrait bénéficier d'un coup de pouce d'au moins 8,5%. De rudes négociations sont donc à prévoir. Malgré ces inquiétudes, pourtant, Gaz de France se porte plutôt bien. Ses ventes ont augmenté de 15% depuis l'automne et ses fournitures à l'industrie de 20%. Un paradoxe de plus dans le paysage économique français. Pas encore de nouveaux bulletins de santé du Premier ministre, toujours hospitalisé à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris. Les médecins qui le traitent ont pratiqué ce matin une fibroscopie du poumon, intervention assez douloureuse d'ailleurs. L'état de santé du Premier ministre n'a pas justifié toutefois un intérim, puisque Pierre Mauroy traite les dossiers avec ses collaborateurs depuis sa chambre. Il devrait être de retour à l'hôtel Matignon à partir de mercredi prochain. 9 ans de guerre, 50 000 morts et 150 000 blessés. Voilà le triste bilan de la guerre fratricide du Liban. Pour la première fois depuis le début de cette guerre, un certain nombre d'hommes et de femmes appartenant aux 3 communautés du pays ont décidé d'une grande manifestation pour la paix au Liban. Manifestations qui se dérouleront à Paris, à New York, à San Francisco, mais aussi à Beyrouth où cette nuit ont eu lieu de nouveaux affrontements entre l'armée et les milices chiites, faisant 8 morts, une capitale dans les soubresauts de la guerre et un gouvernement qui ne parvient pas à se réunir. C'est donc dans ces conditions que va se dérouler la manifestation pour la paix sur la ligne du musée. C'est un endroit dont nous vous avons souvent parlé dans nos différentes éditions et qui est certainement le plus dangereux de Beyrouth, comme va nous l'expliquer maintenant Patricia Coste. Donc ce passage du musée, le voici. Il s'appelle ainsi à cause du musée de Beyrouth qui est situé à l'entrée même de l'avenue. Ce musée, bien entendu, est fermé. Les gendarmes libanais, avec leurs bérets rouges, sont censés faire le tampon entre les belligérants et assurer une certaine sécurité aux Libanais de toute confession qui devraient passer d'un secteur à l'autre. Ici, ils vont tenter de confisquer le revolver d'un automobiliste, mais après présentation de papier, ils abandonneront leur projet. Ce passage du musée, pour tous les Beyrouthins, est le grand sujet de conversation. Les embouteillages y sont interminables. Il n'est pas rare d'y passer 6 ou 7 heures pour parcourir 800 mètres, si l'on est en voiture ou en camion. Alors la plupart des Beyrouthins préfèrent passer à pied. Les hommes d'affaires, qui sont souvent obligés maintenant d'avoir un bureau à l'est et un à l'ouest, viennent signer leur courrier ou régler leur compte au passage même pour gagner du temps. Et l'on assiste à des scènes qui seraient cocasses si cela ne signifiait pas pour les Beyrouthins le risque toujours présent de voir des obus tomber sur ce passage ou une fusillade se déclencher. Alors Patricia Coste, vous avez matérialisé ces images que l'on voit donc du musée sur une carte qui est posée sur un chevalet. Alors voilà l'avenue qui est ce passage du musée. C'est la seule voie d'accès entre la zone chrétienne et la zone musulmane. Au-dessus de ce passage et en dessous, c'est la ligne de démarcation, la ligne de front, où l'on se bat absolument jour et nuit. Bien. Patricia, nous avons donc invité 3 personnes, 3 représentants des 3 communautés du Liban. Madame Dominique Eddé qui est à ma droite et qui est maronite, Monsieur Arab Obala qui est chiite et Madame Amel Makarem qui est druze. Alors la première question que je vais poser, c'est à Madame Dominique Eddé. Vous êtes donc maronite. Quel est pour vous l'objectif de ce rassemblement pour la paix ? Ce rassemblement pour la paix, qui est à l'initiative d'un grand nombre de gens qui sont eux-mêmes en dehors de tout parti ou de toute tendance politique précise, qui ont certes leurs idées, est un mouvement qui a été totalement spontané pour manifester au monde entier et au Liban en particulier ce qu'on a tendance à oublier, à savoir une volonté de vivre ensemble. Cette volonté de vivre ensemble, on peut
et à juste titre, en douter parfois. Le Liban a été pendant 8 ans l'objet des pires atrocités et des pires tragédies. Et il peut paraître naïf aujourd'hui de croire qu'une manifestation comme celle-ci peut venir contredire cet état de fait. Mais à mon sens, elle est très importante parce que, précisément, elle vient à contre-courant de toutes les idées reçues et souvent fausses au sujet de la population libanaise. Patricia Coste. Vous êtes druze et vous revenez de Beyrouth. Alors dans quel état d'esprit se prépare cette manifestation? C'est tout d'abord dans un état d'épuisement total par ces 9 ans de guerre. Les gens sont usés jusqu'au bout, atteints même dans leur volonté de survie. Et ils sont surtout désespérés parce que la guerre continue et elle continue sans aucune perspective et fait de la paix et que ce n'est plus un choix mais un impératif. Une exigence tout d'abord politique, parce que la guerre nous a appris que la violence n'entraînait que la violence et que ça ne pouvait mener qu'à l'impasse. Et une exigence humaine, évidemment, parce que les gens n'en peuvent plus. Bien, monsieur Obala, vous êtes le représentant de la communauté chiite. Est-ce que selon vous, on peut dépasser à Beyrouth et au Liban en général le problème de la confessionnalité? Cette manifestation a pour objectif de dépasser ce problème de la confessionnalité. Et je voudrais redresser d'abord quelque chose ici. Certes, nous appartenons chacun à une communauté, mais nous sommes d'abord Libanais avant d'appartenir à une quelconque communauté. Monsieur Obala, je voudrais simplement faire référence à l'actualité qui est en train de se faire, puisque monsieur Nabi Berri aurait accepté un compromis pour une solution, pour que le gouvernement puisse se réunir. Vous savez que j'ai dit tout à l'heure, il était impossible de trouver un compromis. Il semblerait qu'il soit en train de se faire en voie de règlement. En tout cas, nous n'avons aucune confirmation officielle, ce ne sont que des renseignements. Ceci montrerait qu'on veut bien dépasser tous ces problèmes du confessionnalisme et que, bon, il est un fait qu'au Liban, le confessionnalisme a existé, existe toujours et que par voie de conséquence, la haine s'est installée dans de nombreux foyers au Liban. Mais ceci n'empêche qu'il existe toujours une importante potentialité de solidarité et de coexistence fraternelle entre les Libanais. Et nous souhaitons que cette manifestation qui aura lieu tant au Liban qu'à l'étranger soit le porte-voix de cet espoir que nous nourrissons nous tous ici. Vous pensez que 50 000 morts, ce n'est pas une cicatrice trop grande qui empêche toute réconciliation? La réconciliation est toujours possible, ce n'est pas au nombre de morts, il faudrait s'en arrêter là. Madame Hédé voudrait dire un dernier mot. Si vous permettez, je voudrais ajouter un mot. Nous souhaitons beaucoup être très nombreux demain pour plusieurs raisons. Et la plus importante, c'est que les gens qui demain, d'Est et d'Ouest, vont se retrouver sur cette ligne de démarcation que nous avons vue tout à l'heure, vont prendre des risques énormes. Et nous savons quels risques. Et nous voulons que ces risques qui sont pris aujourd'hui soient soutenus de la manière la plus importante, la plus grave et la plus sérieuse possible à l'étranger. Nous tous, Libanais, sommes responsables de la manifestation de Beyrouth demain. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi Antenne de Midi pour montrer votre volonté d'une réconciliation entre les communautés du Liban. Avant de passer la parole à Brigitte Simonetta pour les prévisions météo, je voudrais maintenant vous donner ces deux informations. Tout d'abord, cet attentat à l'explosif contre les locaux d'un concessionnaire Renault à Saint-Sébastien. Ce matin, l'attentat n'était toujours pas revendiqué. Et puis en Italie, où une cinquantaine de personnes, dont le directeur de l'aéroport, ont été arrêtés pour trafic de drogue. La personnalité en question était responsable de l'aviation civile en Calabre et faisait partie d'une bande de trafiquants de drogue qui utilisaient les aéroports du sud de l'Italie pour passer d'importantes quantités de stupéfiants. Voilà, maintenant la parole est à Brigitte Simonetta pour savoir le temps qu'il fera ces prochaines heures. Oui, et aujourd'hui c'est un temps nuageux partout. Mais la couverture nuageuse est plus ou moins épaisse, les nuages sont plus ou moins actifs selon les régions. Regardez la carte pour cet après-midi. Ce matin, il pleuvait sur tout le littoral atlantique. En ce moment, la situation se dégage sur la Bretagne, mais on peut craindre encore quelques ondées de l'Aquitaine aux Pyrénées. Petite pluie également sur la Corse et à l'est des Alpes à la Lorraine. Partout ailleurs, le ciel restera voilé par les nuages, sauf sur le littoral méditerranéen où on peut parler de véritable beau temps. Côté température, elle reste douce et elle s'inscrit tout à fait dans les normes saisonnières, de 13 à 17 degrés sur la moitié nord et de 17 à 21 degrés sur la moitié sud. Donc douceur et ciel voilé, ce sera encore valable demain, lundi. La situation commencera à se dégrader franchement mardi.
Le pape Jean-Paul II poursuit sa visite en Corée du Sud. Hier, il a ordonné 38 prêtres, qui étaient des diacres auparavant, à Gwangju, la ville qui fut le lieu de grandes révoltes étudiantes. Jean-Claude Darigo. Non, ça n'est pas contre la visite du pape que ces étudiants manifestent, mais bien contre le gouvernement coréen. Un vieux litige dont on sait qu'il s'est soldé en 1980 par des centaines de morts à Gwangju. Les étudiants et les syndicats ont décidé pour le moment de suspendre leurs actions de revendication par déférence pour Jean-Paul II. Et ce matin, devant 70 000 personnes, le pape a procédé à l'ordination de plusieurs séminaristes coréens. Il a également baptisé quelques adultes, tout ceci comme prémisse de la grande cérémonie de canonisation qui aura lieu demain à Séoul. Parmi les 103 martyrs coréens, Saint Antoine Kim, un agriculteur de 56 ans, décapité pour la foi en 1839. Ce vieux couple, c'est comme le symbole du catholicisme coréen des origines. Un catholicisme aujourd'hui à l'honneur puisque 103 de ces martyrs sont canonisés par le pape Jean-Paul II. Parmi eux, le grand-père de ce grand-père de 84 ans. Pour les catholiques du monde entier, l'aïeul de Jean Kim sera désormais Saint Antoine Kim, martyr. Il n'avait pas grand-chose d'exceptionnel, Antoine Kim, lorsque le premier missionnaire européen, poursuivi par les soldats du royaume, frappe à la porte de sa maison en 1836. Séoul est à une trentaine de kilomètres et l'église et les nylons des serres mis à part, le paysage est le même qu'aujourd'hui. Antoine Kim et sa famille sont des maraîchers, des gens simples auxquels les circonstances vont faire vivre des choses exceptionnelles. Ils n'ignorent pas le danger qu'il y a à cacher chez eux un prêtre étranger. Ils le font simplement parce que c'est leur devoir de chrétien. Quand le père Mauban est capturé puis exécuté, Antoine Kim se trouve devant les juges, à son tour de subir la torture, les vexations et la condamnation à mort. Au magistrat qui dit au maraîcher « Renie ton Christ et tu pourras retrouver les tiens », il répond textuellement une phrase consignée dans les minutes du procès « On ne trahit pas l'amour pour un autre amour ». Qu'est-ce que vous éprouvez lorsqu'on vous dit que vous êtes le petit-fils d'un saint? Oh, moi, vous savez, la seule chose qui me préoccupe, c'est d'imiter son courage et de devenir saint à mon tour. La maison de Jean Kim, la maison qui fut celle de Saint Antoine Kim, est comme un lieu de pèlerinage pour tous les catholiques coréens. Le petit groupe des premiers chrétiens est devenu une foule en 1984, une église qui grandit à un rythme accéléré. L'an dernier, nous avons eu 133 500 baptêmes. Il y a plus de 1000 prêtres coréens. Cette année, on a ouvert un 4e séminaire régional. Et cette église aussi se veut missionnaire. Elle a conscience d'avoir beaucoup reçu, elle veut maintenant donner. Au Salvador, 2 candidats restent en lice pour le 2e tour des élections présidentielles, le démocrate chrétien José Napoléon Duarte et le leader de l'extrême droite, le major d'Aubuisson. Napoléon Duarte apparaît comme le favori du scrutin, mais l'atmosphère est très tendue dans le pays où s'affrontent l'armée et la guérilla qui récusent d'ailleurs la représentativité de ces élections. Puis je voudrais vous faire savoir le bulletin que nous venons de recevoir à propos de l'état de santé de M. Pierre Mauroy. Il est jugé satisfaisant et je cite le communiqué du Val-de-Grâce. Aucun élément ne justifie la publication d'un nouveau bulletin de santé avant le 9 mai prochain. Il faut savoir cultiver notre jardin, voilà ce que disait Voltaire au siècle des Lumières. Même s'ils n'ont pas suivi à la lettre ce précepte, car c'est de lettres qu'il s'agissait, les Français de 84 sont devenus de grands jardiniers, 2 sur 3, selon les statistiques. Et c'est beaucoup, et ça remplit bien les poches des spécialistes du jardinage, qui affichent un chiffre d'affaires de 17 milliards de francs. Statistiques et chiffres qui ont justifié l'intérêt de Frédéric Lafont porté à nos jardins. À la foire de Paris, les tondeuses à gazon ne touchent plus terre. Pourtant, il faut toujours planter les salades. On plante et on dégage un petit peu autour pour pouvoir arroser par la suite. L'arrosage, pas si simple. Ça s'apprend jusqu'à mardi soir au salon du jardin. On laisse tomber en pluie. Attention aux nouvelles techniques qui pourraient intimider vos voisins. Mais je ne suis
pas armé, c'est un pistolet automatique qui permet d'arroser et de fertiliser en douceur. Alors comment marche ce pistolet? Eh bien vous voyez, vous introduisez l'engrais ici, vous enclenchez et ça arrose tout seul. Difficile de trouver ici un râteau ou une bêche. Priorité au confort avec le mobilier d'extérieur et les vérandas. L'aspect corvée du jardin a déjà disparu puisqu'il y a eu la phase de motorisation, c'est-à-dire tous les outils qui rendaient les travaux du jardin difficiles. C'est actuellement l'installation au jardin comme une seconde pièce de la maison. On s'installe au jardin pour y vivre confortablement. 100 grammes de terre suffisent pour connaître toutes les caractéristiques de votre jardin. L'ordinateur vous donnera la liste des végétaux compatibles avec votre terrain. Il y a même un ordinateur qui répond aux lettres. Pommier qui avait un problème de nutrition et un problème d'insectes. Nous l'avons passé à l'ordinateur qui va donner son diagnostic, en même temps le texte qui apparaît ici, et immédiatement après le passage de ce texte, la lettre va être imprimée en ordinateur, et voici la lettre qui, 1 minute après, sort de cette machine imprimante. Et cette rapidité nous permet de traiter environ 200 lettres par jour. Vous y passez combien de temps dans votre jardin? Oh, à peu près une demi-heure. Demi-heure par jour le soir, après le travail. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est que jardiner? Une détente. Une détente qui est quand même très contraignante, non? Non, pensez-vous. Non, c'est une satisfaction. Ça change un petit peu de l'usine, quoi. Et ça vous apporte des joies? Bah oui, je ramasse quelques légumes, puis des fraises, enfin, disons que c'est un plaisir pour les enfants par la même occasion. Quand ils viennent là, bon, ils vont dans le jardin, ils sont satisfaits. Ils les cueillent eux-mêmes plutôt que de dire, bon, on va aller acheter des fraises, quoi. C'est vrai, les fraises du jardin ont toujours meilleur goût, mais celui des statuettes qui les côtoient paraît plus contestable. Alors on ne va pas parler des statuettes, mais du jardinage avec M. Jacques Barrault, qui est professeur au Muséum d'histoire naturelle. Ça ne vous étonne pas, cet engouement des Français pour le jardin? Pas du tout. Vous savez, le jardin reste tout de même l'espace de liberté, l'espace de qualité dans la diversité, et un espace de beauté en même temps. Je crois qu'on ne peut pas parler de jardin sans parler de paradis. Il faut faire un peu d'érudition, si vous voulez, mais paradis, c'était ce vieux mot persan du Péridaïsa, qui était un jardin clos, irrigué et plein de plantes belles et bonnes. Paradis qui était d'ailleurs, dans la Bible, a été créé au sein de l'Éden. L'Éden, on l'oublie, c'était la steppe désertique. On apprend beaucoup de choses avec vous, M. Barrault. Eh bien, ce jardin, bien entendu, représente pour nous aujourd'hui, je crois, cette oasis de beauté et de liberté au sein de ce désert urbain souvent qui nous entoure, mais pas seulement dans la ville. C'est un phénomène qui est présent dans toutes nos campagnes tout aussi bien. Et ce qu'il y a de frappant, c'est qu'il ne faudrait pas s'arrêter, si vous voulez, aux merveilles technologiques qu'on voit au Salon du Jardin. Il y a aussi tout le savoir des jardiniers, des horticulteurs amateurs, qui est absolument prodigieux. Pour nous, le jardin a un intérêt fascinant parce que c'est en même temps très souvent un conservatoire de plantes que l'on croyait disparues ou dont l'usage est tombé en désuétude. Alors par exemple, est-ce qu'il y a des légumes qui ont disparu? Je crois que vous en faites le compte en ce moment et vous êtes aperçu qu'il y avait un légume que l'on utilisait dans nos soupes. C'est un exemple que j'aime à citer, pas seulement au 19e. Si vous reprenez les grandes affiches pédagogiques de l'école primaire qu'éditait naguère Desrolles, il y a une affiche sur la soupe qui représente la composition idéale du pot-au-feu laïque et républicain. Eh bien, il y a là-dedans tous les légumes et notamment le panais. Eh bien, allez sur nos marchés maintenant et tâchez de trouver du panais. Il n'était pas question de faire un pot-au-feu ou une soupe de légumes sans panais. Vous ne le trouvez pratiquement plus. Et pourquoi ça a disparu? Vous savez, il y a eu des modifications de goût qui ont été liées à des événements historiques. Regardez ce qui s'est passé pour le rutabaga ou pour le topinambour. Ça évoque les périodes où on se et fait voilà, la ceinture. certains légumes ont été, disons, frappés un peu dégoût, disons, de la part du consommateur à la suite des périodes de restriction et des phénomènes de cet ordre. Et puis aussi le changement des habitudes culinaires, des habitudes alimentaires. On ne cuisine peut-être plus autant et c'est dommage. Et vous avez des légumes qui disparaissent. D'ailleurs, c'est un problème du moment, un problème grave. Nous assistons depuis la guerre et notamment au cours des 20 dernières années à une érosion du patrimoine végétal domestique de la France. Et c'est pour ça que nous avons, à mon laboratoire et avec l'équipe de recherche CNRS qui y travaille, commencé un inventaire systématique de ce que nous retrouvons dans les jardins. Eh bien, ces jardins sont des véritables conservatoires.
nous y retrouvons des variétés que l'on croyait disparues et des plantes que des amateurs passionnés conservent et multiplient depuis des années. Est-ce que vous-même, vous êtes jardinier? Oui, mais malheureusement, vous savez, dans mon petit pavillon de Bagnolet, je me trouve réduit à un tout petit jardin, mais j'y ai tout de même une plate-bande où j'ai mes herbes de cuisine et quand même quelques rosiers et une treille avec 4 pieds de vigne. À la porte de Bagnolet, vous voyez, c'est pas si mal. C'est pas mal. Je quitte le jardin des plantes parce que je fais un métier de seigneur dans quand même ce jardin des plantes. Le nom indique l'importance historique du jardin. Et je retrouve mon tout petit jardin de Bagnolet où je me sens libre et où je peux tout de même retrouver ce contact avec la nature. Vous savez, Raymond Queneau avait cette belle phrase dans Battre la campagne. Je crois qu'il disait « Les banlieusards et la nature ont parfois de ces nostalgies ». Merci beaucoup. Pour le moment, les Italiens font pâle figure au Grand Prix de Saint-Marin, puisqu'hier, après la première séance officielle des essais, Alboreto, le vainqueur du Grand Prix de Belgique, a terminé à la 24e place. En ce moment même se déroule la deuxième séance d'essais que nous commentons en direct. Jean Mamère. Et oui, en ce moment, vous découvrez sur votre écran la Renault de Derek Warwick. Derek Warwick qui hier avait réussi un moins bon temps que Patrick Tambay, mais qui s'est racheté un petit peu ce matin lors des essais libres, puisqu'il a réalisé le 4e temps en 1:46.700. La surprise des essais libres de ce matin, elle est venue du petit exploit réalisé par l'Italien Andrea De Cesaris sur la voiture française Ligier Renault, qui a réalisé le meilleur temps devant Patrick Tambay sur une Renault et Michele Alboreto, l'Italien. Que dire de ces essais chronométrés de cet après-midi? Eh bien qu'ils ont débuté depuis maintenant environ 12 minutes, que la piste est mouillée, il semble pleuvoir légèrement sur la piste d'Imola, ce qui va bien sûr contrarier fortement ces essais de cet après-midi. Hier déjà la pluie avait fortement perturbé les temps chronométrés des principaux leaders, notamment l'Italien Michele Alboreto que l'on attend avec impatience ici sur ce circuit après sa victoire de Zolder, alors que là c'est Jacques Lafitte, très mal classé depuis hier, qui s'arrête sur le bord de la route et qui vient d'être doublé ici par Derek Warwick qui tente d'améliorer son temps et de se rapprocher bien sûr le plus possible de la pole position. Disons, pour nous résumer, que les Français jusqu'ici se sont fort bien comportés ce matin. Tambay a réalisé le 2e temps des essais libres, Warwick sur une voiture française le 4e temps, Arnoux sur Ferrari le 5e, Prost sur sa McLaren le 10e temps seulement, il a connu beaucoup d'ennuis mécaniques. Philippe Alliot sur sa Ram Art a réalisé le 22e temps, Jacques Lafitte le 24e seulement, il aura du mal à se qualifier, ainsi que François Hinault, 27e temps que vous découvrez en ce moment sur votre écran. Hinault est le petit dernier de chez Ligier Renault. Les essais se termineront maintenant aux alentours de 14 h et nous aurons définitivement la pole position pour le départ de ce Grand Prix d'Imola, le 4e Grand Prix comptant pour le championnat du monde 1984. Au Tour de Corse, et nous parlons toujours d'automobile, la suprématie de la toute nouvelle 205 Peugeot Turbo 16 n'aura pas duré longtemps. Le Finlandais Vatanen a été victime d'une sortie de route et contraint à l'abandon ce matin près de Calvi dans une épreuve spéciale. La première place est maintenant occupée par la Lancia de Allen devant la R5 Turbo du Français Jean Ragnotti. Je voudrais maintenant vous donner les pronostics de Pierre-Bresse pour le tiercé qui aura lieu à Longchamp demain dimanche 6 mai dans le prix de Gravilliers. Voici donc ces pronostics qui s'affichent: Caliego le 8, Bragalia le 6, Pavaneur le 11, Vulnérable le 5, Regal Step le 1, Tarkaan le 20, Cabolago le 15 et Voussac le numéro 2. J'espère que vous avez eu le temps de noter ces pronostics de Pierrette pour le tiercé de Longchamp demain dans le prix de Gravilliers. Le moment est donc venu de retrouver Martine Alain Regnault pour le 10e et dernier épisode de son feuilleton intitulé Les 10 jours pour la forme. Nous la retrouvons chez elle en direct du Touquet pour nous parler de la thalassothérapie, ce système de cure qui est tellement à la mode aujourd'hui. Martine, on vous écoute. Oui Noël, je suis encore un peu plus au nord en temps normal, mais je peux vous dire qu'ici il fait un beau soleil et que tout va bien dans ce plat pays. Alors nous sommes ici dans un endroit où l'on fait de la remise en forme et où on peut, au fil des jours, un peu récupérer tous les conseils que nous avons donnés depuis quelques jours aux téléspectateurs. Alors je voudrais vous montrer qu'il n'y a pas qu'au Touquet, tout de suite, qu'on peut faire des cures. La France est un pays de cures. Et si vous regardez bien toutes les petites flèches qui sont ici, nous sommes le plus au nord, dans le pays bien entendu le plus vivifiant, le mien. Mais si vous descendez le long des côtes, vous vous apercevez que toute la Bretagne possède des centres de thalassothérapie, Roscoff le plus ancien, puis nous descendons
vers l'Atlantique où nous en trouvons un certain nombre jusqu'à Biarritz. Et puis, sur la côte méditerranéenne aussi, nous avons des centres de thalassothérapie avec le plus extrême ici à Villeneuve-Loubet. Et nous saluons le dernier né qui est Cap d'Agde. Mais Jérôme Camilly, qui est avec moi, va vous dire qu'il n'y a pas de cure que sur le bord de la mer, mais aussi à l'intérieur des terres. C'est visible à l'œil nu, ce sont ces petits points noirs que l'on voit là. Et vous avez remarqué qu'il y a pratiquement des zones à l'intérieur de la France où il y a énormément de stations thermales. Il y en a à peu près une centaine. Vous savez qu'il n'est pas possible de les citer toutes, mais je voudrais vous citer Vittel, Contrexéville, Vichy, Aix-les-Bains, Eugénie-les-Bains, Saint-Amand-les-Eaux, et puis tant d'autres. Je voudrais vous dire aussi que Vichy-Plombières date de l'époque romaine, c'est-à-dire qu'elles ont 2000 ans d'âge, et c'est assez impressionnant. Alors, on va ajouter la Corse pour faire plaisir à Jérôme Camilly. Je suis du Nord, il est de Corse, il y a aussi 4 stations en Corse. Ceci pour vous dire, Noël, que ces cures de forme sont destinées à accueillir ce qu'on appelle les fatigués du monde moderne. Ils ne sont pas vraiment malades, ils ne se sentent plus très bien. Alors vous avez entendu les publicités, passeport pour la forme, pour la ligne, profiter pour boire de l'eau, éliminer, vitalité, la lutte anti-stress, revitalisation, anti-tabac, occasion de découvrir le sport, bien des choses. Jérôme Camilly et Bernard Ronflet étaient hier ici même et vont nous proposer maintenant de regarder comment, dans une cure marine, on se remet en forme. Alors voilà, ce qui est très frappant dans ces stations de thalassothérapie, c'est que les gens se promènent toujours en peignoir. Avec un petit côté 1930. Oui, il y a un petit côté 1930, ils se parlent entre eux, ils discutent entre eux, ils regardent le paysage, car il y a devant nous 30 km de plage. Et puis, toute cure commence par une rencontre avec son médecin, un petit bilan de santé très rapide, c'est pas très important, mais il faut quand même le faire. Et la cure est personnalisée, j'imagine? Totalement personnalisée. On prend sa tension, on voit un petit peu son état physique général. Les kilos de trop, disons-le. Oui, il faut bien le dire, oui. Ça nous concerne, c'est pour ça qu'on peut en parler. Le cœur? Le cœur, bien sûr. Et puis alors voilà, tout le monde se dirige... avec un programme. Voilà, avec un programme. Il a sa petite fiche dans sa poche. Alors, bain fonctionnel, c'est quoi? Alors, les bains fonctionnels, si vous voulez, ce sont des bains qui permettent une relaxation du corps et qui permettent aussi à tout le système musculaire de se relaxer. C'est très agréable. C'est une décontraction totale. Les gens y prennent beaucoup de plaisir. En fait, on s'occupe de son corps, c'est agréable comme tout. Alors là, on voit quoi? C'est un dos? Alors là, voilà, on va aller vers... On repart, on remarche. On remarche, et on va vers les bains bouillonnants. Là aussi, c'est une décontraction, c'est l'activation circulatoire. Des bulles, en tout cas. Voilà, beaucoup de bulles très agréables qui pénètrent le corps partout. Alors là, la détente complète, une impression de bien-être fantastique. Et puis, voilà, on se trouve dans son bain, on est accompagné de quelqu'un qui... Alors, il faut en profiter pour dire qu'il y a des soins que vous ne montrez pas, les bouts, qui aident pour les douleurs, et puis l'indispensable relation avec le kinésiste qui vous masse, qui vous détend et qui accompagne le malade aussi. Voilà, et le malade continue sa petite promenade le long de cette espèce de coursive. Et alors là, ça va être très intéressant. C'est une séquence sur le jet. Un jet très fort, un jet à l'eau chaude. L'eau de mer, bien sûr. L'eau de mer, bien évidemment. Tout est à l'eau de mer ici. C'est une évidence. Un jet que l'on peut régler, je crois. Totalement. C'est-à-dire que j'ai le droit de demander un jet doux, si je préfère, à cette espèce de chose qui ressemble quand même malgré tout un peu à une torture. Mais c'est pas vraiment une torture. Il y a des moments où on demande aussi un petit jet d'eau froide pour tonifier encore plus, pour se sentir plus à l'aise. Alors là, c'est... On est toujours dans le jet. Là, on est toujours dans le jet. C'est un moment très agréable. Et puis il y a aussi des séances d'aérosol. Ah oui, froide, et la dame ne se sent pas très à l'aise. Et puis il y a aussi donc ces séances d'aérosol. Le curiste respire des particules d'eau qui pénètrent dans les poumons et dans le sang. Et ça aussi, c'est une façon de se sentir mieux dans son corps, totalement dans son corps. Mais ce qui est très frappant quand on se promène dans ce centre, c'est de voir que des relations s'engagent comme ça, on se parle entre soi, on discute entre soi. Pas seulement de la pluie du beau temps, puisqu'il fait très très beau aujourd'hui au Touquet, mais on se parle de ces petites affaires. Et puis voilà, la relaxation, car c'est vrai, on a envie d'être bien dans son corps, on se redécouvre, et on se redécouvre sur des chaises longues, on se détend totalement, on oublie tout à fait la vie qu'on a vécue. Et puis alors voilà, je crois que ce sont les dernières images, c'est l'image de la piscine, une piscine alimentée à l'eau de mer, bien évidemment, et une piscine qui est chauffée à 37 degrés. Et ça, ce sont vraiment des images de bonheur, on se sent plus léger là-dedans, on bouge là-dedans, on est à son aise, complètement à son aise. Vous voyez cette image de cette jeune femme qui a l'air tout à fait heureuse, tout à fait sereine.
Eh bien, ces images-là, ce sont vraiment les images que nous avons vues hier, tout au long de la journée, avec une ambiance très très agréable, une ambiance très douce, très soft, comme on dirait aujourd'hui. Et ce sont ces images de la piscine qui a l'air d'une isba, un peu suédoise, très belle. Alors Noël, je suis maintenant avec Monsieur Coudry, le directeur de cet établissement. Mais auparavant, je voudrais insister sur le fait que nous avons dû en choisir un parmi beaucoup et que la France entière peut accueillir des curistes. Alors, je rappelle qu'il existe un guide de la thalassothérapie ainsi qu'un guide du thermalisme. Et je vous propose d'avoir immédiatement deux adresses. L'Union des établissements de thalassothérapie, 52 rue de la Tour d'Auvergne, Paris 9e. Et la Fédération thermale... Laissez-le s'inscrire un peu sur l'écran pour les personnes qui sont intéressées, Oui. qu'elles aient le temps de le noter tout de même. Oui. Et puis alors, Alors voilà, ça c'est la Tour d'Auvergne, vous venez de le dire. Et votre deuxième adresse? Voilà. Fédération thermale et climatique française, 16 rue de l'Estrapade, Paris 5e. Est-ce que ça coûte cher d'aller faire de la thalassothérapie? Écoutez, on va en parler dans quelques instants, mais pour D'accord. l'instant, notre caméra est en train de vous faire découvrir des beautés, j'imagine. Nous allons voir maintenant les menus qui sont préparés pour les curistes. Alors, vous voyez ici des crevettes, puis terrines de poisson. Et pourquoi vous nous montrez ça à cette heure-là? Vous allez nous donner peur. Et parce que nous sommes accompagnés de gens qui maintenant sont à table. Haddock cru Saint-Jacques, algue au vinaigre, la basse-pierre qui pousse dans la région et qui est Oui. très bonne. Saint-Jacques langoustine, artichaut nature. Alors sauce diététique bien entendu au fromage 0%. Assiette scandinave, œufs de limpe pinson, la plus lourde mais encore très peu calorique. Tourteau crustacé. Terrine de jambon maigre, crudité sans vinaigrette, dessert, fruits, fraises, melons, kiwis, etc. Ça fait rêver quand on se retrouve devant un steak frites à la cantine. Alors, ceci pour dire, Monsieur Coudry, que l'on peut bien manger santé, sans grossir et même parfois maigrissant. Absolument. Ce restaurant est un restaurant santé et n'est pas un restaurant véritablement diététique destiné à faire perdre du poids d'une manière spectaculaire. Il est beaucoup plus destiné à permettre que les curistes fassent une pause dans leur alimentation habituelle. Si Vous leur laissez la possibilité de se prendre en charge en mangeant bien? Absolument. On n'impose absolument pas l'utilisation de ce restaurant santé. Les gens peuvent librement choisir leur mode de nutrition dans les différents restaurants de la station et des deux hôtels accolés à l'Institut. Alors, un petit mot, qui sont vos clients? On ne va pas parler en âge moyen, je vais vous donner deux pourcentages. 56% de nos curistes ont moins de 50 ans et 84% de nos curistes ont moins de 60 ans. Et alors, ils viennent pour quelles raisons? Fatigués par la vie urbaine? Deux raisons essentielles. Les établissements de thalassothérapie traitent en priorité, si vous voulez, tous les problèmes rhumatismaux et soignent les maladies dites de civilisation, c'est-à-dire le stress, une grande fatigue générale. Alors, tout de suite une question, Noël l'a posée tout à l'heure, ceci coûte cher? Ceci coûte, selon les endroits, au Touquet par exemple, cela coûte actuellement 250 francs par jour. Oui, mais sans l'hôtel, sans le restaurant, c'est-à-dire les soins proprement... Uniquement la partie de thalassothérapie. Alors Noël, je voudrais vous dire qu'il existe un véritable problème avec la sécurité sociale. Et nous ne pouvons que l'aborder ici, nous y reviendrons certainement par la suite, car la sécurité sociale rembourse très mal les cures, en même temps les rembourse, ce qui est une preuve de garantie médicale. Et je crois qu'actuellement, les centres de thalassothérapie, pour ces personnes qui ne sont ni malades ni bien portantes, sont en discussion sur un forfait de thalassothérapie, mais comme il ne s'agit que de discussion, nous y reviendrons simplement plus tard. Je voudrais simplement passer la parole à Jérôme une seconde, car il est accompagné de curistes. Nous avons eu le point de vue du directeur de l'établissement. Reste à entendre les curistes tout de même. Oui, effectivement, ça ne nous suffisait pas d'avoir le point de vue du directeur de l'établissement. Alors nous avons là deux couples qui ont en moyenne d'âge, quoi, 35-40. Par là, oui. Ouais. Dites-moi la raison pour laquelle vous êtes venu ici. Pour une remise en forme. Et vous vous sentez comment? Ça fait combien de jours que vous êtes là? Une semaine. Et vous vous sentez comment? Dites-moi, vous, madame. Bien, très bien. C'est-à-dire très relaxé, très... Est-ce que ça suffit une semaine? Je pense que c'est bien si on n'a pas de problème de santé. Pour des problèmes de santé, c'est peut-être... C'est des vacances santé, il faut bien dire. C'est des vacances, oui, mais des vacances un petit peu actives d'une certaine façon. Dites-moi, c'est une prise de conscience ou une envie passagère? C'est la première fois que vous venez là? Oui, c'est la première fois que je viens en cure, mais enfin je suis comme beaucoup de gens qui travaillent beaucoup, et je crois que nous sommes des millions, j'ai besoin de décompresser de temps en temps. C'est la raison pour laquelle je suis venu en thalasso. Je dois dire que j'avais entendu beaucoup de choses sur la thalassothérapie et tellement d'éloges, c'est-à-dire que j'étais un petit peu inquiet quant à la réalité des choses. Et puis finalement, je dois avouer que c'est proprement miraculeux, enfin en tout cas en ce qui me concerne. Vous étiez comment en arrivant?
fatigués, surtout fatigués par la vie parisienne, pas de problème de maladie particulier. Mais je crois qu'ici, c'est surtout un investissement. La santé est finalement notre capital et on fait aussi un investissement parce que, à travers les dires de nombreux curistes, c'est un effet qui se prolonge. Donc le bien-être que l'on ressent actuellement est un bien-être immédiat, mais je pense que d'ici 2 ou 3 mois, on continuera à avoir une vitalité beaucoup bien meilleure, dans de meilleures conditions, en rentrant dans la période dans la région urbaine. Voilà qui me paraît une excellente philosophie, Jérôme. Je pense que nous allons être obligés de rendre l'antenne. On aurait écouté volontiers plus longtemps ces curistes, ces usagers qui nous parlaient de la thalassothérapie. Et je pense que là, on n'a plus le temps, hein, Martine? Écoutez, si vous nous laissez une minute, on pourrait vous récapituler ce qui se passe ici, qui est un peu un résumé des 10 jours. Est-ce qu'on a le temps ou pas? Nous n'avons pas le temps. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir interrompre ce direct depuis le Touquet. Après avoir considéré les avantages, les bienfaits de la thalassothérapie, on aura l'occasion d'y revenir, n'est-ce pas, Martine, sur le bilan? Sûrement, sûrement, sûrement. En tout cas, bon week-end au Touquet si vous y restez. Non, je rentre. Eh bien alors, vous allez rejoindre les tracas de la vie parisienne et vous aurez besoin un jour ou l'autre de thalassothérapie, comme les autres. Jean-Pierre Vincent, le nouvel administrateur de la Comédie Française, boucle sa première saison avec Le Suicidé. C'est une comédie soviétique écrite en 1928 par Nikolai Erdmann. Contrairement à ce que son titre pourrait indiquer, cette pièce déclenche souvent le rire des spectateurs parce qu'elle présente des situations à la limite du burlesque, mais aussi parce qu'elle taille en pièces un certain type de société et de relations entre les hommes. C'est une pièce d'actualité. Alors avant de retrouver François Chaumette, l'un des interprètes du Suicidé, nous allons vous proposer un extrait où l'on voit Michel Aumont, un membre de l'intelligentsia soviétique, venir proposer à Simon, le suicidant, Alain Pralon, de mourir pour lui et pour sa cause. Si vous n'accusez personne, au contraire, il faut accuser, il faut dénoncer. Vous vous suicidez, parfait, rien à dire, suicidez-vous. À votre santé, mais suicidez-vous en tant que membre responsable de la collectivité. Ne perdez pas de vue que vous n'êtes pas seul au monde, citoyen Podjekanikov. Regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez? Considérez notre intelligentsia. Vous voyez quoi? Beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous entendez? Rien du tout. Pourquoi est-ce que vous n'entendez rien? Parce qu'elle se tait. Pourquoi est-ce qu'elle se tait? Parce qu'on a force de se taire. Mais un mort, on ne peut pas le forcer de se taire, citoyen Podjekanikov. Si le mort veut bien parler. Par les temps qui courent, ce qu'un vivant peut penser, seul un mort peut le dire. Je suis venu vous voir en tant que mort, citoyen Podjekanikov. Je suis venu vous voir de la part de l'intelligentsia russe tout entière. Très heureux de faire votre connaissance. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous prenez congé de la vie, citoyen Podjekanikov. En quoi? Vous avez raison. En effet, on ne peut pas vivre. Mais il faut bien que ce soit la faute de quelqu'un. Si moi je ne peux pas en témoigner, vous, citoyen Podjekanikov, vous le pouvez. Vous n'avez plus rien à perdre, plus rien à craindre. Vous êtes libre maintenant. Voilà, alors François Chaumette, vous interprétez un voisin, mais un voisin un peu filou de ce Simon, candidat au suicide que tout le monde intéresse. Oui, c'est-à-dire que je suis le premier alerté par l'épouse de Podjekanikov, le premier alerté parce que elle a cru comprendre au cours d'une scène de ménage qui se déroule la nuit, et alors qu'il lui a réclamé à manger au milieu de la nuit, elle a cru comprendre qu'il était dans un état de stress, comme disait le monsieur tout à l'heure, dans un état désespéré, et elle cherche un appui auprès de son voisin, qui est Kalabouchkine, qui est un forain, qui est le propriétaire du stand de tir et du mesureur de force, et elle dit il faut faire quelque chose pour lui. Et comme ce voisin est un petit peu filou, comme vous le dites, à partir du moment où il croit comprendre la détermination de suicide de Podjekanikov, il va alerter tous les individus qui entourent la maison et leur dire Podjekanikov va se suicider pour rien, et à partir de ce moment-là, c'est la scène que vous venez de voir, toutes les forces, tous les individus se déchaînent et disent mais si vous vous suicidez, au moins suicidez-vous pour quelque chose et suicidez-vous pour moi. Comme disait Boris Vian, si tu veux être écouté, être célèbre, commence par mourir. Mais ce qui est très étonnant, c'est que cette pièce qui a été créée en Russie soviétique, mais très peu jouée, se trouve jouée aussi à Paris 50 ans après par 2 troupes, dont celle de la Comédie Française. Quel voyage, une pièce qui n'a pas été jouée et qui est jouée 50 ans après. C'est-à-dire qu'on savait que la pièce existait. Une des premières pièces de Erdmann, la première pièce de Erdmann qui s'appelait Le Mandat, avait eu un succès considérable en Union soviétique et
Et lorsque Meyerhold et je crois Stanislavski s'étaient intéressés à la production de Erdmann, ils avaient tous les deux voulu monter sa prochaine pièce. Et Erdmann a commencé à écrire Le Suicidé, et pour des raisons assez obscures, Meyerhold est allé jusqu'à la couturière du spectacle, laquelle couturière n'a pas eu un retentissement suffisant pour les encourager à continuer malgré les menaces d'interdit qu'il y avait, et la pièce est tombée dans l'oubli. Erdmann par la suite a écrit beaucoup de scénarios, a écrit des dialogues de dessins animés, a vécu jusqu'en 70 en Union soviétique de façon presque normale. Et cette pièce s'est retrouvée en Italie. Je crois que ce sont les Italiens les premiers qui ont eu envie de voir cette pièce, et depuis elle commence à avoir ce succès. François Chaumette, nous vous remercions. Je rappelle le titre de cette pièce d'Erdmann, Le Suicidé, qui se joue au Théâtre National de l'Odéon. Je voudrais vous rappeler les titres de l'actualité de ce samedi matin. Donc, il y a des chances qu'un règlement se produise au Liban pour la constitution et le fonctionnement d'un gouvernement, puisque M. Nabi Berri aurait accepté les propositions qui ont été faites. Et à propos de la route, un accident terrible ce matin, accident d'un autocar qui a provoqué la mort de 6 personnes et fait plus d'une trentaine de blessés. Voilà l'essentiel de l'actualité. Prochain rendez-vous de la rédaction à 20h, Christine Ockrent, et vers 23h, Hervé Claude pour l'édition de la nuit. Nous, on se retrouve demain à 1h moins le quart. Au revoir, bon après-midi.